Bonjour à tous et à toutes. Dans cette présentation, je vais présenter la correction de l'exercice numéro 1 du soutien. Dans cet exercice, on va déterminer les paramètres admittance du quadrupole. Ensuite, on va étudier le gain en tension du quadrupole chargé. Allons faire la correction de ce premier exercice. Concernant la première question, petit a, on va rappeler les équations du paramètre admittance y et g d'un quadrupole. Donc, d'après ce que nous avons vu dans notre cours, que I1 égale à Y11 V1 plus Y12 V2 et I2 égale à Y21 V1 plus Y22 V2. Ce sont les deux équations qui relient les paramètres admittance Y et G avec les grandeurs d'entrée et de sortie d'un quadrupole. Pour la deuxième question petit b, donc on va exprimer les paramètres Y et G en fonction des éléments du circuit, en utilisant les définitions. D'après ce que nous avons vu, alors par définition, on a Y11 égale à I1 sur V1 lorsque la sortie est court-circuitée, c'est-à-dire V2 égale à 0, et Y21 égale à I2 sur V1 avec la sortie est court-circuitée. Donc, CV2 égale à 0, c'est-à-dire que la sortie est court-circuitée, donc on va remplacer, ou bien on va relier les bornes de sortie du quadrupole par un fil. Donc, c'est ça le schéma équivalent du montage. Et alors, d'après ce montage, on remarque que V1 égale à R1 I1 plus l'impédance de équivalent de ces éléments. Donc, plus ZC en parallèle avec R plus, on a deux résistances en parallèle, alors la résistance équivalente c'est R sur 2. Donc V1 égale à R1 I1 plus ZC en parallèle avec R plus R sur 2. Et voilà, fois I1. Et voilà, on déduit que Y11 égale à 1 sur R1 plus ZC en parallèle avec 3R sur 2, ce qui va donner Y11 égale à 1 plus J3R sur 2 C oméga divisé par 3R sur 2 plus R1 plus G 3R sur 2 R1 C oméga. D'autre part, on peut déterminer à partir de ce circuit l'admittance Y21. Donc on a I2 égale moins U2 sur R. Et alors, en utilisant le diviseur de tension et en remplaçant ces deux résistances qui sont en parallèle avec leur équivalent, c'est R sur 2, alors en utilisant le diviseur de tension, on va avoir que I2 égale à moins 1 sur R, facteur de R sur 2, divisé par R sur 2 plus R, fois U1. Et de la même façon, on peut déterminer aussi, ou bien écrire U1 en fonction de V1. Et alors, on remarque aussi, on va remplacer tous ces éléments par leur équivalent. Et voilà, on va remarquer que U1, il doit être égal ZC en parallèle avec 3R sur 2 divisé par R1 plus ZC en parallèle avec 3R sur 2 fois V1. Et par suite, on trouve que Y21 égale à moins 1 sur 3R plus 2R1 plus 3J R1 C oméga. Donc, à vous de faire ce calcul. Donc, passons à la détermination des paramètres admittance Y12, Y22. On a par définition Y12 égale à I1 sur V2 lorsque l'entrée est court-circuitée, c'est-à-dire V1 égale à 0, et Y22 égale à I2 sur V2 lorsque l'entrée est court-circuitée. Donc, on aura alors le montage équivalent est le suivant. On va court-circuiter l'entrée et alors on a
U1 égale moins R1 et 1. On va chercher la relation qui va relier I1 avec V2. Donc, on va remplacer U1 par une expression dans laquelle on va trouver V2. Alors, on va appliquer le diviseur de tension deux fois. On va avoir que U1 égale à ZC en parallèle avec R1 divisé par R plus ZC en parallèle avec R1 fois U2. Et par suite, on va remplacer aussi U2 de telle façon à avoir V2. Donc, on aura alors U1 égale à ZC en parallèle avec R1 divisé par R plus ZC en parallèle avec R1. Facteur de quoi en fait on va utiliser le diviseur de tension ici. Donc, on remarque bien que U2 égale à R en parallèle avec R plus ZC qui est en parallèle avec R1 et divisé par R plus cette résistance équivalente, c'est R en parallèle avec R plus ZC en parallèle avec R1 fois V2. Et alors, tout ça égale à moins R1 et 1. Et par suite, on va déduire que Y1, 2, qui est égal à I1 sur V2, doit être égal à moins 1 sur 3R plus 2R1 plus 3G R1C oméga. Donc, vous pouvez faire le calcul. Pour Y de 2, qui est égal à I2 sur V2, donc d'après le circuit équivalent, on remarque que V2 égale à R plus R en parallèle avec R plus ZC en parallèle avec R1. Donc, il est clair. Tout fois I2. Donc, il est clair d'après ce montage équivalent. Et par suite, on déduit que Y de 2 égale l'inverse de cette impédance. Et enfin, on déduit, donc on va faire le calcul de cette impédance équivalente. On va trouver que Y de 2 égale à 2R plus R1 plus 2JR R1 c'est oméga sur 3R au carré plus 2R1R plus 3G R au carré R1 c'est oméga. Donc, vous pouvez faire le calcul pour déterminer Y12 et Y22. Donc, il faut noter aussi que Y12, il doit être égal à Y21. D'après ce que nous avons vu, on remarque bien pour déterminer les paramètres d'un quadripôle, il faut bien maîtriser la règle de diviseur de tension, aussi la règle de diviseur de courant, et encore de bien maîtriser le calcul des impédances équivalentes, soit en série, soit en parallèle. Maintenant, je vais utiliser une autre méthode pour déterminer le paramètre Y12 en se basant sur le théorème de Millman, car je sais bien qu'il y en a des étudiants qui ne savent pas utiliser ce théorème, et alors c'est une occasion pour l'utiliser afin de déterminer le paramètre du quadripôle Y12. On a Y12 égale à I1 sur V2 à V1 égale à 0 par définition. On peut écrire cette expression comme ceci, donc I1 sur U1 fois U1 sur U2 fois U2 sur V2, un V1 égale à 0. Donc par l'intermédiaire des tensions U1 et U2. Alors, d'après le circuit équivalent, donc on a V1 égale à 0, donc on va court-circuiter l'entrée. Et alors, d'après ce circuit, on remarque bien que U1 égale à moins R1 et 1. Et par suite, on déduit que I1 sur U1 égale à moins 1 sur R. Encore, on va déterminer le rapport U1 sur U2. On a, d'après théorème de Millman, donc le potentiel de ce nœud-là qui égale à U1 et le potentiel de cette borne égale à U2. Et le potentiel de cette borne égale à 0, le potentiel de cette borne égale à 0. Et alors, d'après le théorème de Millman, on aura U1 égale à U2 sur R plus 0 sur ZC plus 0 sur R1. Le tout est divisé par
1 sur R plus 1 sur ZC plus 1 sur R1. Donc d'après le théorème de Millman. Et alors, on déduit que U1 égale à R1 ZC divisé par R1 ZC plus R1 R plus RZC U2. Et alors, le rapport U1 sur U2 égale à R1 ZC divisé par R1 ZC plus R1 R plus RZC. De même façon, on peut déterminer le potentiel U2. Donc, on a le potentiel de ce nœud-là, qui est égal à quoi normalement? On remarque bien que le potentiel de cette borne, c'est V2, et le potentiel de cette borne, c'est 0. Et encore, on va utiliser cette borne. Et alors, l'impédance équivalente entre le nœud, et ce nœud-là, et cette borne, et c'est R plus R1 en parallèle avec ZC. Et alors, le potentiel de cette borne, c'est 0. Donc, par application de théorème de Millman, on va avoir que U2 égale à V2 sur R plus 0 sur R plus 0 divisé par R plus ZC en parallèle avec R1. C'est clair. Le tout est divisé par 1 sur R plus 1 sur R qui donne 2 sur R plus 1 sur R plus ZC en parallèle avec R1. Donc l'impédance équivalente de R et C et R1. Donc on déduit que U2 égale à R1 ZC plus R1 R plus RZC divisé par 3R facteur de R1 ZC plus 2 ZC R1 fois V2. Et voilà, on déduit que U2 sur V2 il doit être égal à ce facteur qui est égal à R1 ZC plus R1 R plus RZC divisé par 3R facteur de R1 plus ZC plus 2 ZC R1. Et alors, on va remplacer dans la première expression, on va trouver que Y12 qui est égal à moins ZC divisé par 3R facteur de R1 plus ZC plus 2ZC R1. Donc, tout calcul fait, on va avoir le même résultat que nous avons trouvé. Donc, on peut alors utiliser le théorème de Millman pour déterminer l'impédance Y12. Pour la deuxième section de cet exercice, on va étudier le gain en tension du quadripôle chargé. Pour la première question petite a, on va donner le schéma équivalent du quadripôle en haute fréquence et en basse fréquence. Et on va déduire pour chaque cas le rapport V2 sur V1. Commençons par haute fréquence. On sait bien que ZC égale à 1 sur GC oméga. Alors, lorsque oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire en haute fréquence, on va avoir ZC tend vers 0. Et par suite, on va remplacer le condensateur par un fil. Et alors, le schéma équivalent est le suivant. On remarque bien que cette impédance équivalente est court-circuitée. Donc, le schéma équivalent de montage est le suivant. À travers ce schéma équivalent du quadripôle, on déduit que V2 est nul et par suite V2 sur V1 est nul. Pour basse fréquence, on a ZC égale à 1 sur GC oméga. Alors, lorsque oméga tend vers 0, c'est-à-dire en basse fréquence, ZC va tendre vers l'infini. Et par suite, le condensateur peut être remplacé par un circuit ouvert ou bien interrupteur ouvert. Et alors, le schéma équivalent du montage ou bien du quadripôle est le suivant. Donc, on peut calculer le rapport V2 sur V1. On a à travers ce schéma équivalent du quadripôle, V2 égale R divisé par 2R fois U2. En utilisant le diviseur de tension. Et encore, on peut remplacer U2 en utilisant aussi le diviseur de tension. Donc, U2, il doit être égal l'impédance équivalente de ces composantes
Donc, c'est R en parallèle avec 2R divisé par R plus R1 plus R en parallèle avec 2R fois V1. Et alors, on déduit que V2 égale à R sur 3 R1 plus 5R fois V1 en faisant le calcul. Et finalement, on déduit que le rapport V2 sur V1 égale à R sur 3 R1 plus 5R. Donc, d'après ce résultat, on remarque que en basse fréquence, que le rapport V2 sur V1 est différent de 0. Par contre, en haute fréquence, que le rapport V2 sur V1 est nul. Donc, le filtre est un filtre passe-bas. Passons maintenant à la deuxième question, type B, dans laquelle on va déterminer l'expression du gain en tension G de G de oméga, qui est égale à V2 sur V1. Alors, on peut écrire ce rapport, V2 sur V1, avec l'expression suivante. Donc, il doit être égal à V2 sur U2 fois U2 sur U1 fois U1 sur V1, en introduisant les tensions intermédiaires U1 et U2. Et on va déterminer le rapport V2 sur U2. On remarque d'après le circuit que nous avons devant nous que, en utilisant le diviseur de tension, que V2 égale à R sur R plus R fois U2. Donc, on déduit que V2 sur U2 égale à 1,5. Passons maintenant à déterminer le rapport U2 sur U1. On peut utiliser soit le théorème de Millman, soit d'utiliser le diviseur de tension. On peut utiliser alors le diviseur de tension. On remarque que U2 doit être égal à l'impédance, cette impédance équivalente, c'est R en parallèle avec 2R, divisé par R plus R en parallèle avec 2R, fois U1. Et alors, on déduit que U2 sur U1, il doit être égal R en parallèle avec 2R, divisé par R plus R en parallèle avec 2R. Donc, en faisant le calcul, on va trouver que U2 sur U1 égale à 2 sur 5. Comme aussi, on peut utiliser le théorème de Millman. Donc, en remarquant ici, on a un nœud. Alors, U2, il doit être égal le potentiel de cette borne, c'est 0 divisé par 2R, plus 0 sur R, le potentiel de cette borne, plus le potentiel de ce nœud-là, donc qui est égal à U1 divisé par R. Le tout est divisé par 1 sur 2R, plus 1 sur R, plus 1 sur R. Donc, vous pouvez faire le calcul et vous pouvez trouver que U2 sur U1 égale à 2 sur 5. Donc, c'est très facile à le faire. Concernant le troisième rapport, U1 sur V1, on peut utiliser aussi le théorème de Millman, comme aussi on peut utiliser le diviseur de tension. Concernant le diviseur de tension, on remarque ici que U1 égale l'impédance équivalente de ces éléments, c'est l'impédance équivalente, c'est ZC en parallèle avec R plus R en parallèle avec 2R.
Le tout est divisé par R1 plus cette impédance équivalente. C'est-à-dire ZC en parallèle avec R plus R en parallèle avec 2R, fois V1. Et par suite, on déduit que E1 sur V1 égale à ZC en parallèle avec 5R sur 3. Le tout est divisé par R1 plus ZC en parallèle avec 5R sur 3. Et finalement, on peut trouver que E1 sur V1 égale à 5R sur 3 ZC, divisé par R1, facteur de 5R sur 3 plus ZC, plus 5R sur 3 ZC. Donc, vous pouvez faire ce calcul. Et finalement, on peut déduire le gain en tension G de G d'oméga qui est égal à V2 sur V1 en remplaçant les différents rapports calculés. On va trouver enfin que V2 sur V1 égale à 5 sur 3R1 plus 5R fois 1 sur 1 plus J 5R R1 divisé par 3R1 plus 5R C de oméga. En posant R sur 3 R1 plus 5R égale à K, en faisant l'application numérique égale à 1 sur 8, et en posant 5R R1 sur 3R1 plus 5R égale à 1 sur oméga 0, c'est-à-dire oméga 0 égale à 3R1 plus 5R divisé par 5RR1C, qui doit être égal à 40 radians par seconde. Donc, car vous savez que R1 égale à R égale à 1 kg et aussi C égale à 40 microfarads. Alors, on a déterminé alors le rapport V2 sur V1 qui est égal à le gain en tension qui est égal à K facteur de 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Comme remarque, seulement pour vérifier le résultat que nous avons trouvé, alors je peux utiliser l'expression que nous avons vue dans le cours qui donne le gain en tension en fonction des paramètres Y et G. Je vais vous rappeler par ce tableau qui était donné dans le cours. Alors, on a vu que G de G d'oméga égale à moins Y de 1 sur Y de 2 plus YC. Avec YC, c'est l'admittance de la charge. Ici, la charge, c'est une résistance R. Et alors, on va remplacer YC par 1 sur R. Et aussi, on va remplacer Y de 1 par son expression et Y de 2 par son expression. Et voilà. En faisant le calcul, on va trouver que G de G d'oméga égale à ce facteur-là, c'est R sur 5R plus 3R1 plus 5GR au carré R1, c'est oméga. On peut le faire ou bien le mettre sous cette forme. Et alors, on va poser K égale à R sur 3R1 plus 5R qui égale à 1 sur 8. Et oméga 0 égale à 3R1 plus 5R sur 5R R1C qui égale à 40 radians par seconde. Vous pouvez faire ce calcul-là et alors on a bien vérifié le résultat à travers l'expression qui était donnée qui représente le gain en tension en fonction des paramètres admittance Y et G. Passons maintenant à la question petit c dans laquelle on va tracer les courbes asymptotiques du gain en décibels et aussi l'argument de G. On a vu que le gain est égal à K sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Alors on peut déduire l'expression du gain en décibels qui doit être égal à 20 log du module de G. Et par suite, on peut déduire que G dB égale à 20 log de K moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. On va faire maintenant l'étude asymptotique. Alors, en haute fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga est très supérieur à oméga 0, ou bien lorsque oméga tend vers l'infini, on va avoir que le gain en décibels est égal à 20 log de K moins 20 log de racine de oméga sur oméga 0 au carré.
car oméga sur oméga 0 est très supérieur à 1. Et par suite, on déduit que GdB il doit être égal à 20 log de k plus 20 log de oméga 0 moins 20 log de oméga. C'est très important. Donc, on déduit que la droite de pente moins 20 dB par décade est une asymptote du gain en haute fréquence. Donc, il est clair, on déduit toujours la pente d'après ce coefficient qui se trouve à côté de log de oméga. On voit ici que le coefficient qui se trouve, c'est moins 20. Donc, on déduit que la droite de pente moins 20 dB par décade est une asymptote du gain en haute fréquence. C'est clair. Comme aussi, vous pouvez déduire que cette droite, elle possède une pente de moins 20 dB par décade et aussi, elle passe par l'abscisse K oméga 0. Donc, il est clair ici, car lorsque oméga égale à K oméga 0, on va avoir GdB égale à 0. Donc, cette droite passe par l'abscisse K oméga 0 qui possède l'ordonnée 0 dB. C'est clair. Pour basse fréquence, on a GdB égale à 20 log de K moins 20 log de racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Alors, en basse fréquence, oméga tend vers 0. Et alors, il doit être égal à 20 log de K. Ici, on remarque que le coefficient à côté de log de oméga est nul, c'est-à-dire comme étant on a ici plus 0 log de oméga. Donc, la pente, c'est 0. Donc, on déduit que la droite horizontale, GdB égale à 20 log de K, est une asymptote du gain en basse fréquence. Donc, on a déduit que la droite de pente moins 20 dB par décade est une asymptote du gain en haute fréquence et la droite horizontale GdB égale à 20 log de K est une asymptote du gain en basse fréquence. Aussi, on peut utiliser une autre méthode qui est basée sur l'équivalent de G. Pour cette méthode qui est basée sur l'équivalent de G, alors en haute fréquence, on va chercher l'équivalent de G. Donc lorsque oméga tend vers l'infini, alors G de G d'oméga, il doit être égal à K sur G de oméga sur oméga 0. Faites attention, 0 ne peut être jamais un équivalent. Et alors, on va avoir G de G d'oméga égale à 20 log de K moins 20 log d'oméga sur oméga 0. C'est la même expression que nous avons trouvée. Et alors, on peut l'écrire sous la forme que 20 log de K oméga 0 moins 20 log d'oméga. Et alors, on déduit que la droite de pente moins 20 dB par décade est une asymptote du gain en haute fréquence. Car on a ici à côté de log d'oméga, le coefficient c'est moins 20. De la même façon, on va chercher l'équivalent de G du gain en basse fréquence. Alors, lorsque oméga tend vers 0, on va avoir que G de G d'oméga est égal à K sur 1. Et alors, on peut écrire que G de G d'oméga égale à K et par suite que G dB égale à 20 log de K. C'est la même expression que nous avons trouvée en utilisant l'équivalent de G. Et par suite, la droite horizontale GdB est égale à 20 log de K est une asymptote du gain en basse fréquence. Donc, on a déterminé les deux asymptotes en basse et en haute fréquence du gain GdB. Maintenant, après la détermination des droites asymptotiques en basse et en haute fréquence, on va tracer la courbe asymptotique du gain. Premièrement, on va calculer le gain en décibels en oméga 0. On va avoir que GdB en oméga 0 égale à moins 21. Et aussi, sur un papier semi-logarithmique, on va tracer les deux axes, l'axe des abscisses en log de oméga et l'axe des ordonnées pour le gain en décibels.
On va choisir une échelle pour l'axe des ordonnées. On va choisir 1 cm correspond à 20 dB. Et ensuite, on va placer sur l'axe des abscisses notre fréquence oméga 0 qui est égale à 40, c'est-à-dire 4 fois 10 à la puissance 1. Donc, on va choisir pour la première décade qui correspond à 10 à la puissance 1. Et alors, ici, on va placer oméga 0 correspond à 4 10 à la puissance 1. Donc, ici, c'est 2, 3 10 à la puissance 1. Et voilà, 4 10 à la puissance 1. Et ensuite, on va tracer la droite asymptotique correspond à GdB égale 20 log de K qui est égal à moins 18 décibels. Donc voilà, c'est une droite horizontale en basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga est inférieur à oméga 0. Deuxièmement, on va tracer la droite asymptotique en haute fréquence correspond à GdB égale à 20 log de K oméga 0 moins 20 log de oméga. On remarque bien que pour oméga égale à K oméga 0, GdB est nul, donc cette droite va passer par ce point-là. Donc c'est clair. Quand on passe par K oméga 0 correspond à 5, 10 à la puissance 0. Donc il va passer par ce point. Et aussi, il possède une pente de moins 20 dB par décade. Alors, lorsqu'on va se déplacer par une décade, c'est-à-dire à partir de 5 10 à la puissance 0 jusqu'à 5 10 à la puissance 1, donc ici, donc c'est une décade, on va descendre par moins 20 dB, donc ici. Donc cette droite va passer aussi par ce point. Et alors la droite, c'est donc on va faire la connexion entre ces deux points-là. Donc c'est ça la droite en haute fréquence. Lorsque oméga est supérieur à oméga 0, donc le gain possède une asymptote ou bien une droite asymptotique de pente moins 20 dB par décade. Et alors, on va tracer maintenant le gain GdB. Donc, on sait bien qu'il possède une pente asymptotique en haute fréquence, une droite asymptotique en haute fréquence de pente moins 20 dB par décade. Et il possède une droite horizontale GdB égale à moins 18 décibels, donc en basse fréquence. Et il passe aussi par le point d'abscisse oméga 0 et d'ordonnée moins 21. Donc, il passe par ce point-là. Donc, on trace cette courbe. Donc, il s'agit bien d'un filtre passe-bas. Donc, maintenant, on va tracer l'argument de G. Donc, premièrement, on va déterminer l'expression de l'argument de G, qui doit être égal à phi d'oméga, qui est égal à l'argument de K moins l'argument de 1 plus J oméga sur oméga 0. Et par suite, on déduit que phi d'oméga, il doit être égal à moins l'arc tangent de oméga sur oméga 0. Alors, on va faire l'étude asymptotique. En basse fréquence, lorsque oméga tend vers 0, on va avoir que phi de oméga tend vers 0, et par suite la droite horizontale phi égale à 0 est une asymptote en basse fréquence. Et aussi en haute fréquence, lorsque oméga tend vers l'infini, on va avoir phi tend vers moins pi sur 2, et donc la droite horizontale phi égale à moins pi sur 2 est une asymptote en haute fréquence. Sur un papier semi-logarithmique, on va placer l'axe horizontal en log de oméga, ou bien l'axe des abscisses, et aussi l'axe des ordonnées correspond à la phase en radians ou bien en degrés. On va choisir une échelle pour l'axe des ordonnées. Donc on va choisir 1 cm correspond à pi sur 4. Et alors on va placer oméga 0 sur l'axe des abscisses correspond à 40. Et alors on va choisir pour une décade correspond à 10 à la puissance 1. Et voilà, on va tracer la droite horizontale correspond à phi égale à 0 en basse fréquence, c'est-à-dire lorsque oméga est inférieur à oméga 0. Et aussi, on va tracer la droite horizontale pour oméga supérieur à oméga 0, qui correspond à phi égale à moins pi sur 2. Et pour bien savoir tracer la courbe de la phase, phi de oméga, il faut chercher phi de oméga de 0. Donc, elle correspond à l'arc tangent de 1 qui est égal à pi sur 4. Alors, on va placer ce point-là. Et alors,
elle est facilement, donc devient facilement de tracer la courbe de phi dans oméga. Elle va passer par ce point-là, correspond à moins pi sur 4 et oméga 0. Et alors, on a tracé maintenant la courbe correspond à la phase phi de oméga. La correction de l'exercice est terminée. Maintenant, je vais vous présenter les paramètres impédance de ce quadripôle. Alors, si quelqu'un de vous a calculé les paramètres impédance, il va trouver ce résultat que je vais vous présenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci de votre attention.